l'invitation pour nous faire la dernière présentation de la journée, qui est doctorante en philosophie en 2e année à l'Université Jean Moulin Lyon 3 et au CNRS, chargée de cours aussi en médecine et Université Lyon 1, médecine Lyon Est et laboratoire S2 HEP, c'est ça. Et surtout, je pense que ça va être aussi l'objet de ta présentation, qui est présidente de l'association de santé sexuelle féminine, FRIS. Effectivement, je suis un peu l'université cible à moi toute seule, c'est assez effrayant. Petit détail technique, il est possible que mon ordinateur me lâche avant la fin de la séance, donc au pire j'improviserai. Voilà. J'ai déjà la lourde tâche de... Non mais c'est pas grave. J'ai déjà la lourde tâche de terminer cette longue journée. Je veux pas que ça arrive. Moi, je propose une intervention aujourd'hui qui s'appelle « Quand la philosophie touche aux questions de santé sexuelle, retour pragmatique sur une recherche ancrée dans la militance féministe et dans la pratique thérapeutique ». Donc un long titre avec beaucoup de hic, de isme et comme beaucoup en philosophie, assez compliqué, mais qui recouvre en fait différents pans de mes engagements et de ma position de chercheuse, mais pas seulement, que du coup je me dois de vous présenter pour commencer. Donc, avant tout, effectivement, je suis doctorante en philosophie. Je travaille sur la question du toucher dans la relation thérapeutique et notamment dans le champ de la santé sexuelle. Et en plus de ça, je suis praticienne de shiatsu. Donc le shiatsu, c'est une technique, on va dire, de massage thérapeutique japonaise. Donc plus qu'un massage thérapeutique, c'est une forme d'association d'acupuncture sans aiguille, enfin d'acupression ou de digipuncture, ça dépend quel terme on préfère, et d'ostéopathie. Donc voilà, je suis praticienne en dehors de mon activité de recherche. Je suis également effectivement enseignante de sciences humaines à la faculté de médecine UMS. Et par ailleurs, je suis membre d'une association féministe de santé sexuelle qui s'appelle FRIS. FRIS pour Femmes, Réduction des risques et des dommages et santé sexuelle. Donc voilà, c'est une multiplicité de casquettes, même si cette image de casquette, elle n'est pas tout à fait juste. Parce qu'en fait, elle suppose une juxtaposition, une accumulation de statuts, alors qu'en fait, tous ces engagements s'interpénètrent et sont liés les uns aux autres. Et dernier petit détail personnel, c'est que je suis en situation de handicap, je suis aveugle, et en fait, c'est une position qui me sert beaucoup en fait à théoriser et à penser le rapport à mes recherches, à mon corps, au corps des autres. Et ça a énormément d'importance dans mes recherches. Je le souligne parce que du coup c'est quelque chose que je repréciserai plus tard dans ma présentation. Donc voilà, ce préambule étant fait, j'ai effectivement accepté d'intervenir aujourd'hui sur la question de la philosophie de terrain parce que c'est moi-même un problème que je me pose souvent, à la fois pour des questions de légitimation de mes recherches dans ma propre discipline, mais aussi pour des questions de méthodologie. Quelle méthodologie employer parce que au terme d'une formation en philosophie, tout ce qui est plus classique, j'ai voulu rompre avec une forme d'académisme où finalement la philosophie est une pratique très intellectuelle, très bibliothécaire, où on fait beaucoup de recherches bibliographiques, où on fait beaucoup de conceptualisation certes, mais à partir d'un matériau principalement intellectuel et on va dire logocentré. Or,
les questions qui m'intéressaient le plus, c'était des questions de santé, des questions de corps, et je trouvais qu'il y avait une sorte de paradoxe. Alors certes, j'adore les paradoxes parce que je suis philosophe, mais il y avait quand même une sorte de paradoxe à parler du corps sans impliquer le corps dans ma propre recherche, dans ma propre méthodologie. Et cet engagement corporel dans mes recherches devait avoir une forme de concrétisation, donc à une échelle individuelle, pour des raisons que je qualifierais de scientifiques, dans le sens où des raisons plutôt logiques, mais aussi pour des questions que je qualifierais plutôt d'éthique, vis-à-vis en fait de ma pratique et de la déontologie de ma déontologie de chercheuse, c'est-à-dire le fait de ne pas prendre le risque de fournir et de produire un savoir qui serait surplombant, un savoir qui serait détaché en fait de ce dont il parle, et que finalement en fait le discours que je produis, il est un lien avec ce que je suis en train de décrire ou ce que je suis en train de dire. Parce que dans le champ de la philosophie de la santé, il y a quand même une spécificité qui est que on parle de pratique de soins, on parle de thérapie, mais finalement, à quoi rime un discours inerte, un discours désengagé sur le soin, s'il n'est pas justement remis en perspective avec le fait que soigner, c'est avant tout, c'est peut-être avant tout aider les personnes et la société à aller mieux. Donc du coup, pour ça, il y a une idée de partage, il y a une idée de vouloir aller de l'avant, de vouloir avancer. Donc finalement, en tant que chercheuse sur des questions de santé, des questions de soins, j'ai aussi envie d'aider les gens et d'aider la société à aller mieux. Bien sûr, c'est presque démagogique, mais finalement, c'est une utopie, un idéal qui me porte et qui m'amène en fait à orienter mes méthodologies et à orienter mes engagements en tant que chercheuse. Effectivement, la philosophie de la santé, elle a une spécificité parce qu'elle est elle-même à la croisée des chemins. D'un côté, elle peut être du côté de la philosophie des sciences. Et à ce moment-là, quand on s'intéresse à la philosophie de la santé, on va questionner le statut de la médecine, on va questionner les critères de scientificité de cette même médecine et de la question, de la discipline chargée de soigner, chargée de permettre aux personnes de recouvrer la santé ou en tout cas de faire des recherches dans ce sens-là. La philosophie de la santé, elle va aussi, effectivement, ça a été largement dit et redit aujourd'hui, du côté de l'éthique. Donc, à ce moment-là, on va se poser la question de la relation de soins, mais aussi du statut du corps et de la relation de soins dans des contextes où il y a la présence d'une forme de vulnérabilité. Donc, on pense spontanément à la vulnérabilité des malades, mais là, on a bien vu aussi qu'aujourd'hui, cette vulnérabilité des malades, elle mettait en exergue la vulnérabilité des chercheurs et des chercheuses elles-mêmes. Donc, cette question des relations au sein de l'institution de soins, elle est aussi une porte d'entrée, un point d'ancrage pour questionner les rapports de domination qui ont été abordés dans la phase de questions juste avant. Et donc du coup, dans les rapports de domination, il y a en creux la question du statut des corps. Comment vont se manifester ces dominations, ces rapports de domination et d'oppression à l'endroit des corps, qui sont du coup les réceptacles, entre guillemets, et en tout cas les incarnations des rapports sociaux de domination à une échelle individuelle et en tout cas à une échelle, on va dire, somatique, qui finalement, le corps reste l'objet du soin. Le corps entendu dans une acception très large, très vaste, qui n'est pas dualiste, qu'on opposerait à l'esprit, mais le corps comme manifestation de la personne. Enfin, la philosophie de la santé, elle va aussi du côté de la philosophie politique, dans la mesure où la santé peut aussi désigner les institutions
les institutions médicales, les institutions sanitaires, en tout cas tout cet ensemble de structures sociales qui participent à avoir accès aux soins, ou pas d'ailleurs. Donc derrière la question de la santé, il y a la question des inégalités de santé, la question des inégalités d'accès aux soins, la question des luttes pour la reconnaissance et l'existence de la maladie. Donc là, les patients acteurs ont toute leur place, mais aussi la question de l'existence de certaines catégories qui sont niées ou pas prises en charge par la médecine, ou en tout cas qui sont prises en charge avec une grille de lecture complètement biaisée. Et là, la question du corps des femmes est un exemple assez frappant dans la mesure où on sait depuis une trentaine d'années que l'institution médicale, enfin le savoir médical fait par des hommes et pour des hommes, a laissé de côté souvent en fait les corps féminins, ne serait-ce que dans les essais cliniques randomisés, on avait pour idéal type un homme blanc d'1m75 et c'était le critère neutre pour juger de l'efficacité ou non d'un traitement ou non d'une thérapeutique qui était testée. Or, ça mettait de côté au moins la moitié de l'humanité. Donc voilà, finalement, ces questions de philosophie de la santé, elles sont de fait confrontées au terrain. Et ce terrain étant compris peut-être comme ce qui ne relève pas uniquement de la bibliothèque et des ressources bibliographiques, finalement. Et parce que à travers la question des institutions de santé, à travers la question des inégalités, des relations, forcément, on va devoir convoquer un corpus théorique et une méthode pratique différente pour en parler, et on ne peut pas se contenter de brasser des références bibliographiques. C'est pour ça que derrière la question de la philosophie de santé, il y a des enjeux épistémologiques importants et qui, de mon côté, en fait, sont allés trouver des réponses, en tout cas trouver des pistes du côté de la critique féministe et de la tradition pragmatiste. Décidément, ça revient souvent sur le tapis aujourd'hui. Et cette double question de la tradition pragmatiste et de la critique féministe, qui sont de toute façon plutôt imbriquées, vont me permettre, dans mes recherches, de questionner en fait les enjeux épistémologiques de la philosophie de santé, enfin de la santé, c'est-à-dire comment est construit le savoir, par qui, et quelles sont les conséquences en fait dans la pratique, quelles sont les conséquences en termes d'actes et d'actions du savoir qu'on est en train de produire. Donc je reviendrai dessus un tout petit peu après. Et derrière ces enjeux épistémologiques, il y a des enjeux proprement problématiques. Donc là, on est à fond dans la question de la philosophie. Pour ma part, il y a trois termes qui sont majoritaires dans ma recherche: la question du toucher, la question de la santé sexuelle et la question du féminisme. Et en fait, je me suis rendu compte que si mes multiples, entre guillemets, casquettes sont associées, c'est parce qu'en fait, mes différents objets de recherche sont eux-mêmes liés. Et par exemple, la question du toucher, elle ne peut pas être pensée distinctement de la question de la santé sexuelle, du fait même d'une actualité plutôt brûlante. Par exemple, depuis 2015, il y a les scandales des touchés obstétricaux sans consentement qui a explosé. Et ça, en tant que philosophe, je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Donc du coup, si je m'intéresse à la toucher dans la relation thérapeutique, je ne peux pas passer sous silence des faits relevant de l'actualité et qui sont de fait liés à la question de la santé sexuelle. Ensuite, la question de la santé sexuelle, elle rebondit directement sur celle du féminisme, parce que dans la santé sexuelle, on intègre tout ce qui est réflexion sur les violences liées à l'identité de genre ou à l'orientation sexuelle, et les violences que l'institution, du coup, ou que les personnes vont produire en raison de
de ces questions-là. La santé sexuelle ne recouvre pas que les questions de prévention des IST, mais c'est toute forme de prévention de violence. Donc du coup, à ce titre-là, le féminisme, comme étant une des premières traditions à s'être questionné sur les rapports de domination et les stratégies d'oppression, forcément s'est emparé de la question de la santé sexuelle. De manière un peu plus surprenante, en tout cas un peu moins évidente, la question du féminisme et du toucher sont vraiment liées parce que dans un corpus philosophique pendant très longtemps, issu de la philosophie, aussi des sciences de l'éducation, la question du toucher était considérée comme étant l'apanage d'un idéal de féminité, parce que le toucher était perçu comme un sens plutôt primitif, ça ressort parfois dans certains écrits, ou en tout cas plutôt relevant de la sphère privée, de la sphère intime. Et à ce titre-là, c'était le sens primordial pour tout ce qui était éducation maternelle, tout ce qui était rapport, réciprocité et intimité, et qui sont des expériences pas forcément valorisées par une science qui veut se constituer comme neutre, comme distanciée et comme objective. Et du coup, cette question du toucher, comme étant associée à la féminité, va forcément faire écho à des questionnements féministes qui veulent déconstruire ce cloisonnement des expériences en fonction d'une identité de genre, et qui veulent utiliser parfois ces stigmates ou ces catégories pour mieux les subvertir et pour mieux réinventer d'autres pratiques. Donc c'est finalement ce que je me propose de faire dans ma thèse, c'est utiliser le toucher comme un outil pratique qui a été dénigré, et aussi comme un outil théorique qui permet d'inventer de nouveaux possibles. Donc mettre en pratique le retournement stigmate, au sens anthropologique du terme, et au sens goffmanien du terme précisément. Et c'est pour ça que, en tant que philosophe, j'ai aussi choisi de me nourrir de ma propre expérience de praticienne de shiatsu pour donner corps, pour donner consistance à ce que je suis en train d'étudier, et aussi pour sortir la philosophie de son carcan académique qui produirait un discours surplombant justement sur les corps. Et pour ça, j'utilise à titre personnel comme terrain beaucoup l'auto-ethnographie qui a été institutionnalisée, catégorisée par Adams à partir de 2013. Donc c'est pas uniquement le fait de faire appel à son expérience et de généraliser sa propre expérience individuelle au niveau d'un savoir général. Il s'agit de sortir du solipsisme vers lequel peut tendre parfois la philosophie. Il s'agit plutôt d'utiliser en fait sa propre expérience comme un endroit où on va pouvoir formuler des hypothèses qu'on va ensuite chercher à mettre en lien avec des écrits, avec des concepts, ou au contraire, on va avoir l'intuition de certains concepts et ensuite on va se proposer dans la pratique de tester ces outils théoriques dans le champ pratique. Et pour justement être sûr de me prémunir du risque solipsiste, j'associe quand même beaucoup d'observations participantes à ma méthodologie. Et si l'auto-ethnographie relève plutôt de ma pratique du shiatsu en tant que praticienne, l'observation participante va aussi beaucoup se faire dans mon activité militante, au sein de laquelle je vais participer à des journées de partage d'expérience, à des journées de formation, à des actions de sensibilisation sur le terrain, à des actions de formation. Mais là, je ne suis jamais seule, je suis toujours portée par le collectif. Et en plus, je suis toujours portée par un cadre politique et social et communautaire, on va dire,
qui me dépasse et qui a été pensé avant moi, qui continue à être pensé et qui continuera à être pensé après mon passage dans d'éventuelles associations et dans d'éventuels sites. Donc un peu comme Brenda, je vais convoquer une forme d'expérience de terrain multisite pour me prémunir du solipsisme et aussi me prémunir de certaines généralisations abusives. Donc, derrière la question de la philosophie de terrain, j'ai, dans mes recherches, identifié trois enjeux, trois sortes d'enjeux que je vous propose de vous partager. La première forme d'enjeux, c'est des enjeux de type théorique. Quels sont les enjeux théoriques d'une philosophie de terrain? Pour moi, le premier enjeu théorique, c'est de réussir à critiquer l'objectivité du savoir. Il s'avère que on reproche à une science sociale ou une science humaine de ne pas être assez scientifique lorsque justement on n'arrive pas à quantifier correctement la méthodologie, lorsqu'on n'arrive pas correctement en fait à objectiver les données qui sont convoquées, les concepts qui sont mobilisés. Ce que permet de faire une philosophie de terrain, c'est de par l'espace de liberté et de créativité qui nous est offert, c'est non pas de revendiquer plus d'objectivité et de reprotocoliser une philosophie qui, pour l'instant, a la chance d'échapper à tout ça, c'est de finalement utiliser cet espace de liberté pour s'émanciper de la catégorie même d'objectivité. Et à ce titre-là, la critique féministe, pour moi, a été nécessaire et a été un outil indispensable parce que c'est depuis les années 70, même depuis les années 40, si on prend les travaux de Simone de Beauvoir, qui, dans le deuxième sexe, parle de l'androcentrisme de la science déjà, mais c'est à partir des années 70, 80, 90 qu'on voit émerger dans le champ de la critique féministe la critique de cette objectivité comme le critère absolu pour déterminer de la scientificité ou non d'un savoir. Et pour ça, je renvoie notamment aux travaux de Sandra Harding, qui en 1995 publie un article qui s'appelle The Strong Objectivity, et dans lequel elle met en exergue l'illusion, enfin le caractère à la fois illusoire et à la fois dangereux du discours scientifique traditionnel qui consiste à faire de l'objectivité quelque chose de neutre, quelque chose de distancié. Or, pour Sandra Harding, ce discours prétendument objectif, il est construit par toujours le même type de population, à savoir des hommes cisgenres, blancs, bourgeois, et qui n'ont pas en fait idée de présenter le contexte depuis lequel ils parlent. Toutefois, le fait d'intégrer la question de la contextualisation de la parole et du savoir permet non pas de verser dans le subjectivisme et dans le relativisme absolu qui consisterait à dire mais de toute façon chaque opinion se vaut, il consiste au contraire d'augmenter le champ des possibles et les perspectives du savoir en intégrant la parole de certaines minorités, de certaines populations laissées de côté, et en créant en fait plus de richesse dans les discours et dans les manières de savoir. Donc pour cela, la question de la contextualisation de sa position, de sa posture, est indispensable et nécessaire, et ce sera finalement qu'un gain en objectivité parce qu'on va être sûr qu'on va avoir pluralisé les paroles, pluralisé les points de vue. Ensuite, le deuxième enjeu théorique de la philosophie de terrain, ça permet de concrétiser le projet du pragmatisme en tant que tradition philosophique. Du oui a souvent été convoqué, aujourd'hui souvent a été évoqué plutôt. Mais finalement, la philosophie de terrain va réaliser cet idéal, qui n'est pas un idéal, ce programme visant à associer la théorie et la pratique, non pas de manière surplombante ou de manière a priori, mais visant à un programme qui consiste
à dire que faire de la théorie, c'est non seulement déjà une forme de pratique, donc ça ne sert à rien de distinguer la théorie et la pratique, et que deuxièmement, le fait de faire de la théorie a déjà des conséquences pratiques aussi, et qu'il est aussi inconcevable de faire de la pratique sans avoir un cadre théorique préalable. C'est illusoire de croire qu'on fait des actes, des actions, sans présupposer la présence d'hypothèses préalables. Donc ça, évidemment, en épistémologie, en philosophie des sciences, c'est un débat qui revient souvent. Le statut de l'hypothèse, le statut du cadre théorique, mais il se concrétise vraiment dans la question du terrain en philosophie et dans la question du terrain dans les sciences sociales et humaines. Et faire de la philosophie de terrain, c'est une manière justement de dire qu'on a des hypothèses en tant que philosophe et on est consciente que ces hypothèses, elles proviennent du terrain et elles vont in fine revenir au terrain. Donc autant assumer cette place du terrain, cette place de l'expérience dans notre pratique et tenir ensemble la théorie et la pratique. Deuxième forme d'enjeu d'une philosophie de terrain, c'est des enjeux de type institutionnel. Effectivement, convoquer et revendiquer le terrain en philosophie, c'est déjà réussir à se légitimer du point de vue de la philosophie elle-même. L'idéal de pureté du savoir philosophique et de la culture philosophique qui serait bien à l'abri dans sa tour d'ivoire a quand même la dent dure. Et il est souvent difficile de réussir à dire que ce n'est pas souiller la philosophie que d'aller du côté de l'expérience et du terrain. Ce n'est pas non plus appauvrir les concepts, c'est au contraire une manière de renouveler l'acte de conceptualisation, l'acte de création de concepts et l'acte de questionnement de ces mêmes concepts. Et c'est aussi un gain, encore une fois, en objectivité et un gain en possibilité de théoriser, en acte de théorisation. C'est pour ça que du coup, se légitimer du point de vue des institutions philosophiques lorsqu'on fait du terrain, c'est un enjeu un peu du quotidien, mais en même temps c'est un enjeu qui est formateur parce que du coup on va devoir se saisir des espaces de liberté qui nous sont offerts et se saisir en fait de ces espaces de résistance qui nous sont imposés. Donc finalement, la philosophie de terrain se fait dans les interstices qui sont laissés par la philosophie académique, et du coup, ces interstices vont créer une forme de philosophie de la résistance et une philosophie un peu combative, et du coup une philosophie engagée, consciente justement qu'elle a une implication dans la vie matérielle, et consciente qu'elle provient et qu'elle revient à la vie matérielle en permanence. Donc cette légitimation du point de vue des institutions philosophiques, elle passe par le fait de dire que faire de la philosophie, ce n'est pas que brasser des références bibliographiques, parce que ces références bibliographiques elles-mêmes, elles ont été produites par des personnes qui étaient ancrées dans des contextes sociaux, politiques, culturels, économiques, etc. Et qu'en plus de ça, ces références et ces ressources bibliographiques, elles ont elles-mêmes un impact dans la société. Ne serait-ce que parce qu'elles sont parfois réappropriées dans le langage courant ou réappropriées par d'autres sciences humaines et sociales. Une deuxième forme de légitimation, dans mon cas, deuxième cas de légitimité institutionnelle dont il faut avoir conscience, c'est dans mon cas la légitimité vis-à-vis de la critique féministe elle-même. La critique féministe est née dans le sillon d'une militance et d'une action politique assumée et revendiquée. Et le fait qu'il y ait une institutionnalisation des études de genre et des études féministes pose déjà un premier problème. Mais en plus de ça, la philosophie a
un statut particulier vis-à-vis de tout cela, parce que elle est considérée comme étant trop abstraite, trop détachée du contexte de production de la connaissance, trop détachée en fait des problèmes matériels que rencontrent les victimes des stratégies de domination et d'oppression. Or, justement, le fait de faire de la philosophie de terrain permet non seulement d'enlever et de combattre ce procès en abstraction que subit souvent la philosophie, et permet aussi de faire comprendre à la critique féministe qu'elle est prise dans son propre paradoxe si elle considère que tout un pan des sciences humaines et sociales, à savoir la philosophie, n'est pas légitime parce que étant pas assez matérielle. Or, du coup, la critique féministe ne prend pas acte de son propre engagement, pragmatique et pragmatiste, qui est que la théorie a déjà une incidence pratique, a déjà une forme pratique dans son fondement. Et très rapidement, pour finir, les enjeux, la dernière forme d'enjeu de la philosophie de terrain, c'est évidemment les enjeux pratiques. Donc, il s'agit non seulement d'utiliser des exemples et du matériau venu du terrain pour pouvoir éviter de tomber dans une réflexion abstraite et pour justement aller chercher le diable jusque dans les détails, et ce qui finalement rend une recherche plus forte, plus soucieuse de ces critères de scientificité même. Et en plus de ça, ça permet effectivement de remettre en considération la question de l'utilité du savoir qu'on est en train de produire, et en l'occurrence pour les soignants, les soignantes, enfin en tout cas pour le milieu de la santé, se questionner sur l'utilité du savoir qu'on produit, ça passe beaucoup par une forme de responsabilité sociale du chercheur et de la chercheuse qui est conscient qu'en théorisant, il a déjà une incidence sur la vie de certaines personnes. Ça, c'est une paraphrase de Donna Haraway en 2007, dans son article Savoir situer. Elle parle justement de cette prise de conscience et conscientisation nécessaire des chercheurs et des chercheuses pour faire de la production de connaissances non pas une activité désengagée, mais une activité engagée et impliquée dans la vie matérielle, parce que sinon, le fait de faire de la science n'a pas de sens et n'a pas de consistance dans l'espace social. Voilà, je m'arrêterai là. Je sais pas, ah si ça marche. Ma question elle est toute simple en fait, j'arrive pas bien à entendre ce que vous comprenez par philosophie de la santé. Pour moi c'est pas clair parce qu'il y a la philosophie de la médecine, la philosophie l'éthique médicale, l'éthique appliquée, etc. Mais philosophie de la santé, c'est pas une catégorie qui m'apparaît d'emblée claire et je voulais savoir en quel sens vous l'entendez et à quoi ça faisait référence. Par philosophie de la santé, j'entends justement la santé dans ses acceptions multiples, à la fois un état individuel dans lequel qu'on peut juger à partir de sa propre expérience et de sa propre expérience corporelle notamment, mais aussi un ensemble d'institutions et un ensemble de structures sociales. Et c'est pour ça que je trouve que le terme de santé, il recouvre parfaitement en fait la dimension à la fois politique et corporelle de mes recherches, parce que elle signifie bien qu'il y a un va-et-vient permanent entre notre expérience et notre vécu en première personne et le cadre structurel dans lequel ont lieu ces expériences individuelles-là. Merci.
J'aurais une autre question sur le rapport entre le militantisme et la philosophie de terrain. J'ai l'impression qu'il est apparu à plusieurs reprises au cours de ton exposé. Le fait que l'activité militante ça fasse partie d'un terrain où t'observer de façon participative certaines choses, mais c'est apparu aussi au moment où tu soulignais les enjeux institutionnels de la philosophie de terrain, en disant que, en faisant de la philosophie de terrain, on s'inscrivait dans un espace de liberté, mais aussi dans un espace de résistance. Et en fait, ma question c'était, c'est peut-être un peu direct, mais parce que j'ai l'impression que dans le militantisme, on va poser des idées qu'on va défendre, et alors qu'en philosophie, et plus particulièrement en philosophie de terrain, c'est toujours revenir sur ces idées, toujours les remettre en question à partir des résultats qu'on aurait eu sur le terrain. Et du coup, je me demande quelle relation tu fais entre les deux choses. Alors, je pense que c'est une approche assez restreinte de ce qu'est le militantisme, parce que justement, il y a beaucoup de militantisme qui se réinvente en permanence en fonction notamment en fait, des recherches et des évolutions scientifiques. Et par exemple, dans le champ du féminisme, c'est assez flagrant, c'est-à-dire que du coup, il y a beaucoup de militants ou militantes qui sont à la fois chercheurs, chercheuses et militants, militantes, et qui permettent une circulation en fait des savoirs féministes et qui permettent aussi une diffusion des actions militantes dans le champ plutôt institutionnel et plutôt scientifique. Ce qui fait que finalement le militantisme il est présent dans la question de la légitimation du point de vue de l'institution aussi, parce que aujourd'hui dire qu'on fait de la philosophie en féministe ou qu'on est féministe quand on est philosophe, c'est aussi un moyen de risquer de se faire discréditer, de se faire délégitimer, parce que ça souffre d'une mauvaise réputation, mais en même temps c'est aussi une manière d'assumer de là où je parle, de là où je pense, de là où je théorise, et que de la même manière que mon militantisme se renouvelle au contact des critiques et des savoirs féministes que je fréquente, les savoirs féministes les savoirs et critiques féministes se renouvellent au contact du militantisme, et qui l'un ne va pas sans l'autre, et ça c'est assez marquant. C'est pour ça que je trouve qu'il y a dans le fait de faire de la philosophie de terrain déjà une action un peu militante, parce qu'elle va concrétiser ce va-et-vient entre la présence sur le terrain, la conscience de notre implication et de notre engagement sur le terrain, et en même temps la nécessité de s'ouvrir aussi à des concepts, à des pensées auxquelles on n'aurait pas forcément songé. Je ne sais pas si c'est très clair, désolée, c'est 17h30. Oui, merci, j'ai beaucoup apprécié votre intervention. Et je pense qu'il n'y a pas de philosophie autre qu'engagée. Donc pour moi, la question du militantisme est une question tout à fait, j'allais dire presque secondaire. Qu'est-ce qu'on appelle militant par rapport à l'engagement? Donc une philosophie est toujours engagée au sens, effectivement, pas simplement où elle est située, mais où nécessairement elle prend des positions qui ont toujours un impact social et politique. Si ces positions se veulent apolitiques, ça signifie tout simplement qu'elles sont du côté du manche. Donc voilà, l'engagement, c'est le fondement même de la philo. Hegel, qui paraît-il ne valorisait que le rapport, le réel, le rationnel, rationalisme absolu, etc., était en fait l'un des soutiens les plus fervents de la création d'État prussien. Donc, et pareil pour Benedetto Croce en Italie, ça a été très bien montré par Gramsci. Donc il n'y a pas d'autre
manière, en fait, de faire la philosophie que d'être engagé dans ce qu'est le monde, effectivement. Dire son engagement, c'est peut-être la manière la plus honnête de philosopher. Et de ce point de vue, le rapport au terrain peut être effectivement, me semble-t-il, de l'ordre de cette honnêteté. Et c'est pour ça que ça m'intéressait quand vous avez parlé en fait des interstices, en disant bah, finalement la philosophie de terrain arrive dans les interstices de la philosophie académique. Ces interstices, en réalité, sont devenus des gouffres. Et je pense que c'est parce que véritablement il y a des gouffres, il y a des lacunes manifestes dans la philosophie académique qu'on peut parler et on commence à parler de plus en plus, et le travail que vous faites actuellement là en organisant ce colloque, il y a un symptôme évidemment d'une philosophie de terrain qui prend une place, qui est une place nécessaire, et justement dans la mesure où elle n'est pas du tout univoque, elle est plurivoque. Là, on n'a pas cessé de l'entendre aujourd'hui. J'ai l'impression que dans l'état actuel des choses, il ne pourrait même pas y avoir d'académisme de la philosophie de terrain, tellement les positions que nous avons les uns et les autres sont des positions diverses, plurielles, et qui reconnaissent leur pluralité, leur diversité, et qui l'assument pleinement. Et ça, je crois qu'effectivement, c'est une forme d'engagement pluriel aussi. C'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec vous que les interstices sont devenus des gouffres et que c'est non seulement une question d'honnêteté, mais aussi une question d'efficacité que d'assumer que toute philosophie est engagée. Mais c'est vrai qu'en utilisant le terme interstice, je voulais aussi faire une petite référence, alors pas clairement explicitée, j'en suis désolée, mais à tout ce qu'on appelle les savoirs interstitiels, justement, qui ont permis, notamment dans le champ des savoirs infirmiers, tout ça, enfin, et des savoirs sur le corps, de réintégrer un pan du savoir qui avait été laissé de côté, notamment la question des sensations. La question des sensations dans la manière de parler du corps a souvent été laissée de côté, et du coup c'est une tradition qui s'appelle des savoirs interstitiels qui a permis de remettre ça au bout du jour. Et après sur la question du fait de dire qu'une philosophie de terrain est engagée, ce serait un pléonasme. J'ai voulu insister sur le militantisme dans ma posture, aussi pour des questions de réalité sociale. C'est-à-dire que du point de vue de ma pratique de tous les jours et du point de vue des codes sociaux conventionnels, je suis effectivement militante dans le sens où je passe beaucoup de temps auprès d'une association, je passe beaucoup de temps à faire des actions qualifiées de militantes, et que même si ces actions militantes vont aussi avoir des répercussions sur ma manière de faire de la philosophie et dans mes recherches philosophiques, c'est pas tout à fait la même chose que faire que de l'observation participante ou faire que... il y a beaucoup de dédain dans ce que, je suis désolée. Voilà, c'est aussi une manière en fait d'assumer un discours social porté sur ce genre de pratique. Et c'est pour ça que je peux pas ne pas assumer et ne pas dire que je suis militante, parce que du point de vue des codes sociaux, je suis militante. Et je voudrais juste rebondir pour finir sur la question de l'émancipation en fait permise par la philosophie de terrain, qui est effectivement cette espèce d'espace de liberté qui nous est permise parce que justement la philosophie de terrain n'est pas encore protocolisée, et je souhaite, et j'ai l'impression qu'on est plusieurs à souhaiter qu'elle ne le soit jamais, pour justement garder cette créativité et ne pas s'enfermer dans un carcan méthodologique, même si il est important de souligner le fait que une méthodologie, c'est aussi une manière de faire une communauté de langage, enfin de créer un langage commun et de se comprendre. Donc, créer une méthodologie, c'est déjà se comprendre, mais selon moi, et c'est ce dont je discutais tout à l'heure avec Julie à la pause, la philosophie, c'est déjà en fait une méthodologie plus qu'une culture ou une discipline à part entière. Donc en fait, donner une méthodologie à une méthodologie, enfin faire de la métaméthodologie, au bout d'un moment, là, effectivement, on risquerait de tomber complètement dans l'abstraction, alors que la philosophie, c'est déjà une grille de lecture pour
analyser la manière dont sont créés les concepts, dont ces concepts vont avoir une incidence sur la manière de réfléchir, et là, en l'occurrence, sur la manière dont ça va se concrétiser dans le champ social, sanitaire, politique, etc. etc. Et si on part du principe que la philosophie est une forme de méthodologie et déjà un outil plus qu'une culture, une discipline à part entière, effectivement, la philosophie de terrain, elle est légitime, mais il ne faudrait surtout pas la protocoliser au risque justement de se priver en fait, de son potentiel créatif et de son potentiel en fait, de chercheuse. Et ça a été dit à plusieurs reprises. Peut-être que la richesse de la philosophie de terrain, c'est le fait de concrétiser pour de vrai le fait d'être chercheur et chercheuse. Bonjour Anaïs, merci beaucoup. Moi, je voulais dire que j'étais d'accord avec toi sur le fait que militantisme, c'était un mot qui était chargé, qui signifiait pas seulement qu'engagement, qui implique aussi déjà, comme tu l'as souligné, une posture intellectuelle, parce que moi, je connais pas tant de choses que ça dans le militantisme, mais de ce que j'ai pu en étudier et en vivre, c'est aussi comprendre une raison qui est toujours dynamique. Et comme tu l'as dit, qui souligne l'importance de l'action, c'est une raison qui est toujours en relation avec les êtres, avec les choses, qui se pensent en lien et qui ne se pensent plus comme une raison pure, comme tu l'as dit, comme le souligne notre idéal philosophique qui est la dent dure. Du coup, je suis d'accord avec toi pour souligner l'importance de cette posture qui est philosophique aussi. Eh bien, juste pour répondre très rapidement, c'est vrai que là, je me réfère vraiment à une tradition pragmatiste très contemporaine, en plus pour dire ça, qui relève des travaux de Richard Schusterman, un pragmatiste en plus, qui a beaucoup théorisé, pensé, écrit autour de que signifie vivre la philosophie. C'est le nom d'un de ses ouvrages paru en 2010. Et vivre la philosophie, c'est justement déjà avoir conscience de son corps, avoir conscience de son corps dans l'espace social et avoir conscience de sa position. Et le militantisme permet en fait peut-être de conscientiser plus rapidement et plus efficacement cette position-là. Et donc du coup, encore une fois, ça répond à l'idéal, au projet, au programme pragmatiste. Et en même temps, ça répond aussi à un modèle de société dans lequel je souhaite que les philosophes aient leur place. Je vais rechercher d'aller plus vite parce que je crois que mon argument là, c'est très important de les emmener dans ce discours, mais c'est aussi très grand et très difficile à développer. Et je voulais souligner que l'enquête qu'on ressent en tant que philosophe, c'est comme en référence à je sais, ma méthode italienne m'oblige à me référer à des autorités. En lisant Husserl dans la crise des sciences modernes et en lisant Heidegger dans mon parcours, ils soulignent tous les deux en deux manières différentes le fait que dans les sociétés, après le développement technique, on a des enquêtes et on a transformé, la société s'est transformée, et donc les philosophes ont l'inquiétude de trouver sa place, et de trouver sa place d'une manière très, très, très technique. Donc ça veut dire de trouver son place comme travailleur, ça se dit travailleur, comme personne qui travaille. Et en fait, la philosophie, comme en tant que méthode, en tant que manière d'être, manière de se positionner dans le monde, n'arrive pas totalement à entrer dans ce cadre de personnes qui travaillent. Donc il y a toujours ce côté de quelqu'un qui doit trouver sa place dans le monde du travail. Et Heidegger, je crois que les disent mieux que moi, en disant que comme
il y a toujours la première place dans notre manière de penser, c'est de trouver un travail là. Donc en tant que philosophe, je crois qu'on est aussi prise dans cette enquête inconsciemment de trouver sa place dans cette manière. Donc, Ou après, on peut aussi utiliser justement cette non-place, cette absence de place de la philosophie pour critiquer la valeur travail. Moi, c'était juste, alors je me permets de dire, c'est vrai que moi ça m'a un petit peu gêné, par contre, que vous utilisiez le mot philosophie de terrain comme enfin, alors je ne sais pas si j'ai bien compris, j'ai compris qu'elle était engagée. Je ne sais pas si vous allez donc jusqu'à dire qu'elle est militante, en tout cas dans votre cas ça l'est, mais est-ce que vous le conseilleriez ou est-ce que ce serait une injonction? En tout cas pour moi, si c'est une injonction, que la philosophie puisse être plus active, plus créatrice, oui. Après, moi je reste très réservée sur le fait de justement, on a tous à un moment donné souligné l'aspect, la liberté que donne l'approche philosophique, justement dans ces méthodes ou non-méthodes totalement caractérisées. Et il me semble que du coup, il ne faudrait pas retomber dans le piège de vouloir pousser les gens dans un militantisme qui ne leur correspondrait pas. À certains, peut-être que c'est exactement comme ça qu'ils veulent vivre la philosophie. Autant vivre la philosophie, j'accepte ce terme, autant faire une philosophie de terrain militante, ça ne pourra pas être le cas pour tout le monde. Et donc, je pense qu'en fait, vous avez... il y a peut-être intérêt à garder cette diversité de rôles qu'on peut avoir en tant que philosophe ou en tant que citoyen philosophe, parce que je pense qu'effectivement tout le monde est capable de philosophie, je suis très socratique de ce point de vue-là, et donc à ce moment-là, garder ces rôles, et certains seront dans l'action et pour exprimer et aller plus loin, peut-être dans des arts performances, dans les émotions, donc on a vu plein de choses cet après-midi, mais par contre d'autres auront une façon de le vivre de manière beaucoup plus intérieure, et peut-être que de simplement donner un cours en tant qu'enseignant toute sa vie, enseigner la philosophie, c'est peut-être déjà pour moi être complètement sur le terrain et vivre en étant philosophe, vivre la philosophie, et pour moi ça ne doit pas y avoir d'injonction à pousser tout le monde vers une certaine forme de militantisme ça ne leur correspondrait pas. Descendre un peu de diversité. Non, mais en fait, vous avez raison de le souligner, j'ai peut-être été maladroite dans ma manière de le formuler. Je ne dis pas que toute philosophie de terrain doit être militante, c'est juste que, comme toute philosophie de terrain est engagée dans le sens où elle est impliquée dans un contexte matériel, un contexte sociopolitique, culturel, etc., etc., et c'est juste une question d'assumer en fait le contexte depuis lequel on parle et on produit le discours, qui est en fait le premier niveau de l'engagement. Et ça me permet nécessaire, non pas pour protocoliser la philosophie de terrain, mais pour justement ouvrir le champ des possibles et diversifier en fait les grilles de lecture et les perspectives à partir du moment où on a conscientisé notre propre grille de lecture. C'était juste, je pense pas du tout que le militantisme doit être une injonction pour tout le monde, c'est juste que comme je pense qu'il y a une forme d'engagement dans la philosophie de terrain, parce qu'il y a cette question de la contextualisation de la personne qui produit le discours, il me fallait, là en l'occurrence aujourd'hui, dire que j'étais militante, puisque justement je me contextualise, ça fait partie de mon contexte, de dire que je suis militante, mais voilà, ça traverse mes recherches, ça traverse mes engagements, mais c'est pas la seule forme de réaliser cet idéal pragmatique, pragmatiste de la philosophie de terrain. D'accord. Ouais, moi, si je peux. Moi, ce qui me pose. Enfin, moi, ce que je souhaiterais, c'est que plutôt que de fermer les choses en disant toute philosophie est engagée, et c'est ce qu'a dit Christiane Voller,
chose comme un problème. C'est-à-dire que je pense qu'on est plusieurs ici à dire le philosophe qui fait du terrain, il est dans un contexte et il doit, comme d'autres sciences humaines et sociales, réfléchir sur sa posture, réfléchir sur son attitude, être réflexif sur la position qu'il a dans ce contexte-là malgré lui, parce qu'il est à un moment donné du temps, dans un contexte particulier, et que sa personne porte des enjeux et est présente dans une situation qui le dépasse malgré lui. Mais de là à dire que justement il fait nécessairement, en tant que philosophe, une philosophie engagée, je crois que c'est un problème à poser plutôt que se dire oui, toute philosophie est engagée. Je pense que c'est vraiment une question. Et justement, on a réfléchi avec Julie sur un article de Kleinman qui montrait que justement il y a toujours une dimension normative à la fin d'un travail de recherche ethnographique où la solution va imposer une normativité. Le courant empirique en bioéthique, il pense aussi l'intervention d'un philosophe en bioéthique avec cette idée qu'il y a une normativité qui va émerger de la recherche. Et avec Julie, on disait, pas nécessairement, ou en tout cas, il faut poser la question, être conscient de savoir si on va jusque-là ou pas et comment est-ce qu'on le fait. Et du coup, être plus dans le questionnement sur la philosophie est-elle engagée ou doit-elle être engagée que dans l'affirmation que nécessairement une philosophie est engagée. Je ne suis pas sûre que le concept engagement soit le bon. Voilà, je vais partager ça. Peut-être une dernière question pour ne pas trop dépasser. Je sais pas si Du coup, j'avais proposé j'ai vaguement levé la main tout à l'heure pour, pour prendre la parole, et puis en fait, j'ai finalement ce qu'on dit. J'ai laissé la parole à Béatrice en me disant je ne vais pas réussir à formuler clairement ce que je veux dire, et finalement, Béatrice et Catherine ont un peu évoqué la question. En fait, moi, c'était pas tant une question posée à toi, Anaïs, qu'une invitation, si tu le voulais, à réagir en fait à des commentaires qui sont faits à ce que tu as proposé. Parce qu'en fait, moi, j'entends complètement en fait ta présentation, de dire là où on parle. En plus, franchement, nous, dans les groupes de réflexion éthique, on commence toujours par dire à chacun, dites de là où vous parlez. Donc si nous, on ne se dit pas de faire ça aussi, on serait quand même mal placé du coup pour prendre la parole. Et de présenter, moi je suis sensible à ce que tu as présenté comme étant une façon de faire en fait de la philo de terrain, une façon en fait d'articuler ton travail de recherche et ton travail de chercheuse et de militante, etc. Et par contre, là j'avoue, mais c'est dommage parce que Christiane Voller est partie, et je crois que Fabrice Thiel a dû partir aussi, parce que j'avais envie de rebondir aussi sur ce qu'il a dit ce matin. Par contre, je suis un tout petit peu plus gênée quand, en fait, alors qu'on a tous présenté des choses différentes, alors qu'on parle tous depuis des prismes différents, et justement, alors que, comme vous nous y avez bien invité dans l'argumentaire, on a tous essayé de réagir en disant, au fait, moi, qu'est-ce que je fais, comment je peux le présenter, je le propose à la discussion, etc. Je suis un tout petit peu gênée quand, à un moment, en fait, j'ai l'impression qu'on devient, nous aussi, dogmatique. En disant, finalement, la philosophie de... Et encore une fois, c'est pas quelque chose que je t'adresse à toi, parce que ta présentation était pas dogmatique. Mais quand, en fait, il y a des réflexions qui disent... par définition, en effet, la philosophie est engagée, point. Moi, je pense qu'elle est engagée, mais je pense comme Catherine, que c'est intéressant d'en faire, en fait, un questionnement. Pas pour le mettre en question, mais pour le questionner. Déjà, ça veut dire quoi, engagé ? De dire, par définition, toute philosophie est engagée, c'est oublier qu'on est tous engagés différemment et à différents niveaux. Et je suis un peu gênée aussi quand j'ai l'impression, et j'aurais vraiment voulu rebondir sur ce qu'a dit Fabrice Thiel ce matin, sur cette injonction. Et en effet, je pense que tous, à notre façon, on a une nécessité interne à notre parcours, à nos recherches, à aller sur le terrain, à le questionner, à y faire des choses différentes, à intervenir dans les débats. Moi, quand j'interviens dans les comités d'éthique ou quand j'interviens dans les moments de réflexion, par exemple, dans les groupes de réflexion sur des thématiques en particulier, et là j'entends ce qu'a dit Fabrice Thiel, je le fais en tant que philosophe, mais aussi en tant que mon parcours, et aussi en tant que moi, en tant que citoyenne, etc. Et le moment, en fait,
où je me suis questionnée à différents petits moments, mais juste comme ça, des petits flashs, excusez-moi si c'est pas clair ce que je dis, juste comme ça, des petits flashs dans la journée, c'est quand j'ai eu l'impression que soudainement, on se donnait l'impression qu'on était tous d'accord, ça m'inquiète toujours beaucoup, et qu'on était tous en train de se conforter en nous disant, nous on est du bon côté parce que nous on fait vraiment de la philo de terrain. Et du coup, c'est le moment où je rebondis sur ce qu'a dit Fabrici tout à l'heure, où je pense que ça va finir par être adopté comme une injonction extérieure, ça va finir par avoir une forme d'artificialité, on en parlait tout à l'heure Benjamin, de se dire ah ben du coup oui forcément sur cette question il faut absolument que je le fasse et puis du coup est-ce que je dois aller chercher en fait telle méthode et du coup est-ce que je dois me former, et c'est exactement ce que tu disais Anaïs, c'est-à-dire on n'est pas protocolisé, on va pas le faire à la place des autres. Et du coup ce moment en fait où ça commence ça pourrait commencer à devenir à mon sens un tout petit peu dogmatique, et ben c'est exactement le moment que toi tu mets en question en disant mais en fait on ne va pas s'imposer à nous-mêmes des critères de scientificité qui ne correspondent pas en fait à ce qu'on essaie de chercher et qui font quand on essaie de les appliquer qu'on est des mauvais sociologues ou des mauvais anthropologues mais qu'on n'est pas philosophe. Si vous voyez ce que j'essaie de dire par là. Et donc du coup je me dis c'est vraiment chouette qu'on ait pu proposer des choses différentes, c'est vraiment chouette que dans les participations, chacun ait dit en fait voilà ce qui me parle, voilà à quoi ça fait écho, et voilà, etc. Mais surtout, continuons à avoir ce type en fait de communauté de réflexion, de communauté de questionnement, de communauté de partage de nos expériences, mais essayons toujours de nous dire, quand bien même il y a des façons de faire qui font plus écho pour nous, essayons de nous garder en fait à un moment donné que ça devienne une norme. Au sens cette fois-ci, alors je m'adresse aux absents, au sens où Martha le disait tout à l'heure, pas au sens où on va toujours essayer de créer de la normativité, mais au sens où à un moment donné, ça deviendrait une injonction de faire du terrain, ça deviendrait une norme de le faire d'une certaine façon, et finalement on finirait par perdre ce qui fait le... En fait, j'ai presque envie de dire, excusez-moi si je parle au nom de tout le monde alors que je parle depuis moi simplement, on finirait par perdre ce pourquoi on a essayé de faire cette démarche. C'est-à-dire justement ce que tu as redit, c'est ce côté de créativité et de questionnement des critères qu'on essaierait de nous appliquer. Mais faisons attention par la bande à ne pas être plus royaliste que le roi, en du coup nous aussi devenant dogmatiques, normatifs et en essayant de faire encore plus scientificité que des scientificités que nous on a essayé de questionner dans nos démarches. C'est un petit laïus, désolé, mais qui fait écho à ce que tu dis Anaïs. Hein. Je réponds plus en fait à des... Je fais juste un petit laïus sur des petits flashs dans la journée que ce que tu as présenté. Voilà, et oui, je l'avais pas fait ça. Non, mais c'est pile poil l'état d'esprit dans lequel on a pensé ces journées. Et c'est ce qu'on a dit au début, on voulait justement avoir des profils différents qui pourraient non pas faire forcément une typologie, mais un spectre très varié d'expériences qui ont été déployées sur plusieurs années à travers plusieurs travaux de recherche ou plusieurs types de formations. Du coup, on est très content, on est très contente si tout le monde y a trouvé du grain à moudre, et on est désolé si les discussions n'ont pas pu être assez longues pour que tout le monde puisse s'exprimer, pour que les débats soient assez déployés. Mais en tout cas, oui. En tout cas, merci. Il ne reste plus qu'à remercier tout le monde, les intervenantes et les intervenants pour leur présentation riche et très diverse, qui nous ont montré qu'effectivement il y avait beaucoup de manières pour un philosophe, une philosophe, un philosophe, d'investir un terrain, des philosophes. Et voilà. Et merci également aux répondantes et répondants qui ont permis d'enrichir les discussions, de les faire naître, et également à tous celles et ceux qui sont venus participer à cette formation, mais également qui ont participé à l'enrichir.
Et enfin, je remercie l'école doctorale de philosophie de Lyon et les différents laboratoires aussi, l'ERFIL, l'ERIM et l'ABEX Commode, qui ont permis aussi à cette journée d'être organisée. Voilà, et merci à mes collègues. Deux petits points pratiques, juste, il reste des attestations de présence si des étudiants, doctorants, masterants ont oublié de la prendre. Et sinon, rendez-vous le 11 avril pour la deuxième si ça vous a intéressé. Voilà. Qui portera plus spécifiquement, enfin qui portera non, mais qui aura pour domaine d'études, non pas la santé, mais davantage les terrains écologiques. Voilà. Merci à tout le monde.